Salut mon œuvre, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, jour un petit peu spécial. On va faire un podcast et je suis avec Clément, donc je te laisse te présenter Clément. À toi de jouer. Salut à tous, mais du coup Clément, 32 ans, et je travaille du coup avec Lucas en tant que coach sportif en ligne. Et donc on va pouvoir faire ce podcast aujourd'hui, démarrer un petit peu une nouvelle aventure, et on va voir si ça vous intéresse. Let's go, let's go. Donc ouais, comme Clément l'a dit, on est coach tous les deux dans l'accompagnement. Donc voilà, on a décidé de faire ça. Là, je lui ai dit hier, vas-y, let's go. Clément, il m'a dit, vas-y, chaud. Donc c'est parti. Donc là, on va entamer trois sujets aujourd'hui. On va voir combien de temps ça va durer. Donc on va parler du travail en unilatéral. On va parler également de l'échec musculaire et on va parler des techniques d'intensification. Et en plus, Clément, il m'a dit qu'il avait pris pas mal de notes. Il a pris 1 heure hier pour prendre plein de notes. Tout à fait ça, ouais, exactement. Non, non, je rigole. Non, c'est un peu à l'arrache, on a fait vite fait. Genre, même moi, j'ai pris 3 minutes juste avant le call pour écrire des petits trucs. Et voilà, bah, du coup, à toi l'honneur, Clément, on va commencer par l'unilatéral. Donc là, l'idée, c'est qu'on va faire les pour et les contre. Donc, il va faire un pour, je vais faire un pour, etc. Une fois qu'on n'a plus de pour. Et après, on va faire les contre. Parce que de toute façon, c'est nuancé. C'est pas que des pour et zéro contre. Il y a toujours des contre et des pour dans tous les sujets de toute façon. Donc, vas-y, à toi l'honneur, travail unilatéral et les pour, Clément. Let's go. Donc ce que j'aimerais dire en premier, ce qui me vient à l'esprit en premier, c'est que le fait de travailler un côté à la fois permet d'avoir tout le signal finalement du cerveau qui est focalisé sur un côté. Donc on a tout simplement un meilleur signal qui est envoyé au muscle cible. Que si on avait les deux côtés à la fois, forcément le signal du cerveau il vient un petit peu se diviser, alors que là on l'a tout sur un côté, et du coup ça va avoir aussi des conséquences. Le fait d'avoir une meilleure qualité de mouvement. Le risque de blessure, du coup, est moins important parce que la qualité du mouvement est meilleure. Et aussi, on irait moins compenser avec d'autres muscles que si on avait le signal qui venait se diviser sur les deux côtés. Donc ça peut être notamment bien pour des points faibles. Je pense qu'on va essayer de prendre un exemple là sur les différents avantages. On pourrait prendre par exemple le travail des triceps à la poulie haute. Si on va travailler donc, du coup à la corde par exemple, on aura un moins bon signal sur chacun des deux côtés que si on se mettait par exemple à la cuff en se tenant à la poulie avec le bras qui travaille pas et pouvoir se focaliser uniquement sur le bras qui va venir travailler. Complètement. Donc, du coup, le premier avantage selon toi, ça serait du coup avoir un meilleur recrutement au sein du muscle en question par rapport à si le travail était réalisé en bilatéral, donc avec deux bras, quoi, c'est ça? Ouais, Deux tout à bras, fait. un De peu. bras, de jambes, voilà, c'est valable aussi. Donc après, quand on dit meilleur signal aussi, c'est plus d'unités motrices recrutées, donc plus de fibres musculaires sollicitées. Ça, c'est aussi la conséquence, c'est ce qui nous intéresse réellement. C'est pour ça qu'on dit lors d'un exercice, plus il est stable, mieux c'est, entre guillemets, parce qu'encore une fois, on va pouvoir vraiment recruter un maximum d'unités motrices, un maximum de fibres musculaires sur le muscle en question, contrairement à si on réalisait un exercice instable où du coup, bah, notre cerveau, enfin notre système nerveux central, cerveau moelle épinière, allait disperser ce signal électrique sur plus de fibres musculaires, plus de muscles, et donc moins engager le muscle en question lors d'un exercice. Donc dans ce cas-là, ouais, complètement, complètement d'accord. Est-ce que tu voulais ajouter des autres choses par rapport à ce premier avantage du meilleur recrutement? Bah, non, j'allais dire que la stabilité, t'as peut-être un petit peu dévié en parlant de ça. Ah, c'est vrai que j'ai pas Et fait je ça. pense qu'on va se le garder pour la suite. Donc, Ça fait un petit peu je te lié, mais laisserai c'est en parler. encore un peu différent. Ouais, complètement. Je te laisserai en parler, du coup, je te le laisse celui-là. Là, du coup, bah, on va parler, de toute façon, tu en as parlé un petit peu aussi, mais corriger les déséquilibres musculaires, ok? On sait maintenant, encore une fois, par exemple, beaucoup de personnes me disent, ouais, Lucas, j'ai un point faible au niveau du pec gauche. J'ai l'impression, enfin, j'ai plus de force d'un côté que de l'autre. Je suis sur mon développé couché, je suis comme as, tu vois, sur le teco. Et je lui fais, ok, est-ce que tu as déjà essayé de travailler en unilatéral? Alors, du coup, sur un développé couché, tu vas pas vraiment pouvoir travailler en unilatéral, mais par exemple, à la place de vouloir faire un exercice à la barre ou une machine directement, tu sais, où t'as... C'est pas dissocié, c'est ça qu'on dit? Où la charge Mhm. n'est pas dissociée d'un bras à l'autre. Bah, encore une fois, priorise par exemple des exercices où c'est dissocié, par exemple aux haltères par rapport à la barre. Parce que la barre, encore une fois, tu auras tendance à toujours plus pousser d'un côté que de l'autre ou aux haltères. Mais là, encore une fois, c'est vraiment l'exercice, enfin, c'est vraiment spécifique aux pectoraux. Mais si on devait revenir sur le travail en unilatéral, là, en l'occurrence, si on va prendre un autre point faible, par exemple, les biceps, tu as plus de force d'un côté que l'autre, ce qui est mon cas, bah, du coup, enfin, tu vas devoir commencer ton mouvement par ton côté le plus faible. Par exemple, le côté gauche est plus faible que ton côté droit, tu vas être le plus proche possible de l'échec sur ton côté gauche, ok, et tu vas égaliser le même nombre de répétitions pour le côté droit. Ok, il y a beaucoup de personnes qui aussi ont tendance à faire plus de reps d'un côté que de l'autre. Non, on commence par le côté le plus faible et après on peut directement enchaîner par l'autre côté et au moins ça nous permettra de, voilà, au bout de quelques semaines, quelques mois, rattraper ces déséquilibres musculaires et nous permettre tout simplement bah, d'avoir autant de force d'un côté que de l'autre, autant de masse musculaire d'un côté que de l'autre. Alors oui, ça peut prendre plus ou moins de temps, mais encore une fois, c'est vraiment une des choses primordiales pour le travail en unilatéral.
Est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça? Ce que j'irais ajouter, c'est que non seulement ça permet de corriger un déséquilibre, mais parfois ça permet de le découvrir aussi, le déséquilibre. Parfois, certaines personnes ne se rendent même pas compte qu'elles ont l'impression que la barre monte plus vite d'un côté que de l'autre. Parce qu'en fait, on va dire que la barre montera toujours de manière bien parallèle, mais on ira quand même se pencher et forcer plus d'un côté que de l'autre. Le travail en unilatéral va permettre aussi de découvrir et se rendre compte d'un déséquilibre. Et ensuite, du coup, effectivement, de le corriger, en commençant toujours par le bras le plus faible et en égalisant par le bras le plus fort. C'est la stratégie que nous, on irait recommander. Il y en aurait une autre qui serait de dire on va à l'échec sur les deux bras, comme ça, ou sur les deux jambes, comme ça on va vraiment à l'échec sur chacun des deux côtés. Parce que parfois, c'est pas parce qu'un bras est plus faible que l'autre que sa masse musculaire est moins développée que l'autre. Donc on pourrait se dire, pour garder, en fait, il faut regarder aussi par rapport au volume du muscle en question. C'est-à-dire que si on a l'impression vraiment d'avoir, si tu mesures tes bras, et que les deux côtés sont équivalents, mais que l'un est beaucoup plus fort que l'autre, est-ce que pour autant, on irait se brider sur le côté le plus fort, mais qui n'a pas une masse musculaire plus importante? C'est aussi une question qu'on peut se poser et on peut aussi individualiser l'approche par rapport à ça. Mais pour des débutants, j'irais pas forcément opter pour cette deuxième théorie. Il y a un petit peu deux écoles par rapport à ça. Ah, complètement, c'est Mais intéressant. par exemple, pour un compétiteur, est-ce que j'irais lui dire d'aller égaliser le nombre de répétitions sur le côté fort par rapport au côté faible s'il n'a pas de déséquilibre visuel? Pas forcément. Ouais, complètement. Mais dans la majorité des cas, je pense que le fait d'aller faire le même nombre de répétitions côté fort que côté faible, c'est sûrement la meilleure stratégie. Et j'irais ajouter aussi quand même, prenez du repos entre les deux côtés. Sauf si le déséquilibre est important entre les deux côtés. Si vraiment vous avez le côté gauche très faible et le côté droit très fort, vous pouvez directement faire le côté droit parce que, bon, ce sera hyper facile de venir égaliser. Mais si le déséquilibre il n'est pas marqué, ou même s'il n'y en a pas, là on parle de manière générale sur une unilatérale, j'irais prendre au moins 30 secondes de repos entre les deux côtés, avant de prendre votre vrai temps de repos à la fin de votre série. Après, je pense que ça va aussi dépendre de l'exercice, parce que si je pense au fente bulgare, le fameux exercice de la mort, je pense que 30 Mm. secondes dans ce cas-là, ça peut être compliqué pour certaines personnes. Moi, je me rappelle quand je faisais cet exercice, j'étais au bout de ma vie, je faisais une jambe, j'ai l'impression que j'étais mort, tu vois. Donc, je prenais 9 minutes de repos entre chacune Mm. des jambes. Donc, c'est une blague, c'est une blague. Mais c'est pour ça que je dis minimum 30 secondes. Ouais, ouais, Que tu même peux. pour l'exercice de biceps à la poulie, j'irais conseiller de prendre quand même au minimum 30 secondes pour pouvoir au moins récupérer en termes de souffle, mais aussi en termes de concentration, d'accord? Pouvoir bien préparer l'effort et pouvoir tout simplement avoir la série la plus proche de l'échec possible. Ce qui serait sûrement moins le cas si on venait faire un côté puis l'autre directement. On voit énormément de pratiquants le faire. Pourquoi pas pour un débutant vraiment pour apprendre le mouvement, mais sinon, j'irais pas forcément conseiller d'enchaîner les deux côtés, quoi. Ouais, complètement. Ok. Bah, à toi de jouer, du coup. Moi, je pense qu'on a fait le tour sur les déséquilibres musculaires, le Voilà, projet. donc c'est s'en rendre compte et ensuite les corriger. Donc ça, ok. Du coup, j'en ai parlé, la stabilité, tout simplement. Le fait de travailler en unilatéral va permettre sur beaucoup d'exercices d'être plus stable. Tout à l'heure, on avait parlé des triceps. Là, c'est assez flagrant. Lorsqu'on travaille à la poulie en un bras, par exemple, enfin, pardon, en bilatéral à la barre, on va venir développer une charge importante, on n'aura rien pour se tenir, et il n'est pas rare de mettre une charge qui soit supérieure à son propre poids de corps, auquel cas on n'aura aucune stabilité, il faudra lutter contre le fait d'être ramené vers la poulie. On peut aussi dévier vers le gainage, est-ce que ce serait un autre point ou pas, je ne sais pas, un autre avantage, mais en tout cas, le gainage va forcément rentrer en jeu, et on va devoir forcer dessus pour pouvoir tout simplement réussir à effectuer la série. Et du coup, encore une fois, le signal du cerveau, il sera pas uniquement sur le travail sur le muscle, mais il sera aussi sur le gainage et lutter contre l'instabilité. Alors que si, par exemple, on est à un bras, du coup, pour les triceps à la poulie haute, mais avec le bras qui travaille pas, on va pouvoir se tenir soit à un banc, lorsqu'on est par exemple de dos, ou alors tout simplement au montant de la poulie. Et on peut même imaginer d'avoir un banc juste derrière soi pour pouvoir se tenir, etc. et avoir vraiment un setup qui fait qu'on est vraiment dans des conditions de stabilité optimales. Et on sait que plus on est stable, plus on peut produire de force et avoir des séries qui sont stimulantes et productives, proches de l'échec, quoi. Donc la stabilité, c'est hyper important lorsque l'on cherche à développer sa masse musculaire et à progresser sur le long terme. Ouais, complètement. J'ai rien à ajouter. Et en plus de ça, j'ai plus de pour. En plus, je suis un mauvais élève parce que là, dans l'accompagnement, en fait, ce qu'on fait avec Clément, c'est on essaie de faire un sondage, deux sondages dans la semaine. Enfin, c'est Clément qui s'en charge. Et figurez-vous que l'unilatéral, on l'a fait comme sondage. Donc, Clément, il avait un bloc-notes comme ça avec que des avantages. Et j'en ai plus. Il y en a encore beaucoup d'avantages ou pas pour l'unilatéral que tu avais écrit?
Je te jure, je sais plus là. Non, pas forcément, parce qu'on en a combiné pas mal. Ouais, Lorsque j'ai parlé du signal, j'ai aussi parlé de la qualité du mouvement. J'ai tout mis un peu dans le même panier. Instabilité, du coup, avec gainage. J'avais noté aussi, du coup, les déséquilibres. Il y a aussi, oui, le fait d'avoir moins de risques d'être limité par les poids de la machine. Si on, voilà. Après, là, c'est Ah ouais. moins valable pour les débutants, mais Ouais, les personnes un peu plus expérimentées, sur certaines machines, ça peut être assez facile de mettre toute la pile de poids en unilatéral. Ça laisse plus de marge. ouais, 100%. Par exemple, Ça Clément, laisse il max forcément le plus de pec marge. fly maintenant, bientôt il va passer en unilatéral. Ouais, mais comme je te disais, dans ma salle, ça marche pas parce que Ah oui, c'est vrai. les deux Trois bras sont fois. pas dissociés. Donc, même à un bras, Euh, voilà. Enfin, ça dépend des machines, mais sur certaines, par exemple sur un leg extension, effectivement, là, on pourrait passer à une jambe parce qu'on pourrait être limité. Bon, après, voilà, là, c'est un point qui est pas forcément. C'est pas le premier qui me vient à l'esprit lorsqu'on parle de l'unilatéral, le fait d'être limité par les poids de la machine. C'est plus avec le temps qu'on va venir s'en rendre compte, mais bon, ça peut être aussi un des avantages. Et enfin, oui, ce serait avoir aussi plus de liberté sur les mouvements, pouvoir optimiser la trajectoire et avoir aussi plus d'amplitude et une meilleure courbe de résistance sur l'exercice. On reprend toujours l'exercice des triceps. Lorsqu'on vient de l'effectuer à la barre, on va être gêné par son propre buste, sa propre structure, et on va plus difficilement raccourcir le triceps dans sa position maximale. Parce qu'on sait qu'on veut avoir une extension de l'épaule la plus importante possible et celle du coude également. Mais à la barre, on va pas pouvoir exploiter cette position raccourcie maximale. Alors en se décalant un petit peu, à un bras, on va plus facilement pouvoir aller chercher cette position raccourcie qui est, on va dire, ce que l'on recherche sur cet exercice en question. Par rapport à une extension nuque où là, on ira chercher une position totalement étirée, une position anatomique totalement étirée en combinant du coup la flexion de l'épaule et celle du coude. Donc, c'est aussi un avantage. Et même sur certaines machines, il y a certains rowing qui sont pas forcément très très bien faits. C'est-à-dire qu'on va avoir, lorsqu'on va tirer, la trajectoire de la machine va faire que, ben, en fait, le coude va venir s'éloigner du corps, ce que l'on cherche à éviter lorsqu'on travaille le grand dorsal. Et le fait tout simplement de se décaler et de le faire à un bras, on peut venir tout simplement éviter cela et rendre du coup la machine un peu plus optimale que ce qu'elle n'était de base. Et à deux bras, c'est pas possible de le faire. Donc c'est aussi un avantage de l'unilatéral, c'est pouvoir tout simplement optimiser l'exercice, le rendre meilleur, optimiser sa trajectoire, son amplitude et sa courbe de résistance aussi. Ok. Bah ouais, je pense qu'on a fait le tour du coup sur l'unilatéral. Il nous reste encore échec et technique. Je pense que ça va le faire en vrai. Là, je sais pas combien de temps je fais, ça fait 8 minutes en vrai pour les tours. Mais du coup, là, Ouais. pour faire un petit récap sur l'unilatéral, donc en gros, on aurait quoi? On aurait la stabilité, on aurait du coup un meilleur recrutement musculaire sur l'exercice, Ouais. corriger les déséquilibres aussi. Et après, en fait, tu as, beaucoup d'avantages quand même. Tu peux avoir une meilleure amplitude, tu peux bien gérer la résistance en fonction de ton muscle en question. Euh, Il y a les autres choses que tu as dit pour, Oui, enfin, c'est ça par rapport à au fait qu'on a plus de liberté sur les mouvements. ouais. Il y a plein d'exercices pour lesquels ça peut être intéressant. Je veux dire, l'arrière d'épaule à la poulie, par exemple, là, ça permet de plus facilement éviter que les omoplates viennent se resserrer en fin de mouvement. Il y a beaucoup de personnes qui font du pec fly inversé, mais en vérité, c'est un exercice de trapèze. À un bras, ce sera beaucoup plus simple d'aller venir tout simplement avoir un meilleur mouvement. Ouais, 100%. Puis pareil, en fait, on peut aussi se placer où on veut sur la poulie. Parce que lorsqu'on vient faire l'oiseau, parce que si on est sur l'oiseau euh, à la poulie haute pour l'arrière d'épaule, ben, si on le fait à deux bras, on va être obligé d'être au milieu des deux poulies. Et donc, on va être imposé d'être, par exemple, à 1 mètre de chaque poulie. Si on le fait d'un côté, on peut décider de se mettre à 1 demi-mètre ou à 1,50 m en fonction de l'angle que l'on veut, etc. Enfin, et des exemples, on pourra en sortir plein sur d'autres mouvements, quoi. Complètement, complètement. Ok, super. On est good pour les pour, du coup, pour l'unilatéral? On a Oui. fait le tour. Parfait. Maintenant, on passe pour les contres. Moi, ça, c'est un contre. Vraiment, je tiens à cœur, je veux commencer par ça. C'est quoi le contre que je dirais? C'est juste que c'est chiant. C'est Voilà, chiant, j'étais c'est sûr long, de ça dire me ça. gonfle. Moi, j'en ai marre, je suis un Oui. flemmard, tu vois. Moi, je viens à la Ah, salle, ouais. faire de l'unilatéral, genre sur tous mes exercices, ça me rendrait fou. Littéralement, tu dois prendre le setup. Par exemple, tu vas faire un tirage vertical unilatéral pour le grand dorsal, tu vas ramener le banc à la poulie, tu dois te mettre comme ça, tu dois bien placer le banc, etc. Enfin, c'est chiant pour moi, tu vois. Alors oui, bien évidemment, il y a tous les bénéfices derrière, mais si tu es quelqu'un qui n'a pas vraiment le temps à la salle, après, ça va dépendre des exercices aussi, je pense, tu vois. Enfin, c'est sûr, tu as des exercices d'un point de vue setup qui sont beaucoup plus ennuyants que d'autres, tu vois. Mais ça Oui. c'est vraiment quelque chose numéro un pour moi. Je me rappelle avant quand je faisais plus de séries par exercice, c'était une des raisons pour laquelle je faisais pas l'unilatéral parce que, genre, par exemple, tu vas faire 3 séries sur un exercice, tu as 6 séries en tout à faire, quoi. Tu as 6 séries, donc c'est plus chiant, c'est plus long, tu vois. Donc, après, plus long, ça, on peut en discuter aussi. Mais ouais, donc ça serait selon moi, pour moi, le truc numéro un, c'est vraiment le fait que ça soit plus long à mettre en place. Et pour les personnes qui n'ont pas de patience comme moi, qui n'ont pas envie de se poser et tout, voilà,
C'est une chose numéro un pour moi. Bah, du coup, là, moi, ce que j'irais dire, c'est que t'as un peu cité finalement tous les inconvénients en un. Bah, j'ai C'est qu'il juste y dit a le plus côté, chiant, plus long, quoi. effectivement. Ça va. Ouais, non, mais en fait, il y a le fait que c'est plus chiant et que du coup, en fait, l'adhésion risque d'être moins bonne pour beaucoup de personnes sur le long terme, bien que ce soit plus optimal. Sinon, si on prend moins de plaisir à le faire, on va moins adhérer et on sait que c'est quand même sûrement la chose qu'on irait considérer en premier lorsqu'on vient faire une sélection d'exercices. Donc ça, c'est une chose. Le fait que ce soit aussi plus long et donc on a moins la possibilité d'aller mettre du volume sur la séance. Parce que beaucoup de personnes ont 1 heure, par exemple, pour s'entraîner. Et si on vient mettre de l'unilatéral, et du coup, on aura moins de séries sur la séance parce que du coup, c'est plus long. Et c'est ça, il y a pas mal de personnes qui s'entraînent 2 à 3 fois par semaine. Par exemple, on peut imaginer qu'il y a des full body. Est-ce que sur un full body, on irait mettre de l'unilatéral? Du coup, on aurait la possibilité finalement de faire quasiment qu'une série par groupe musculaire. On va dire que du coup, pour un débutant, qui n'a pas forcément énormément de temps pour s'entraîner, l'unilatéral, c'est peut-être pas la chose la plus pertinente. Parce qu'encore une fois, il a déjà pas beaucoup de temps pour s'entraîner, et ça ferait qu'on irait réduire encore plus le volume d'entraînement dans son programme. Et sachant qu'en plus, un débutant souvent a une proximité à l'échec qui est moyenne, on irait peut-être pour un débutant mettre plus de volume, chose qui serait pas possible avec l'unilatéral. Alors que pour quelqu'un d'avancé qui peut s'entraîner 5-6 fois par semaine et qui a une bonne proximité à l'échec, donc qui en théorie devrait avoir un volume moins important, là ce serait peut-être plus adapté. Donc je pense qu'on pourrait résumer en disant assez vulgairement que l'unilatéral, on va dire pas forcément sur un exercice ou deux, mais si on devait mettre une majorité d'exercices en unilatéral dans le programme, ce serait plus adapté aux personnes expérimentées qui ont une bonne proximité à l'échec et du temps pour s'entraîner dans la semaine. Parce Ouais, que je pense que c'est intéressant, effectivement, lorsqu'on parle des avantages, des inconvénients, ensuite d'aller essayer de réfléchir pour qui est-ce que ce serait le plus adapté, quoi. ouais, 100%. Puis après, encore une fois, Mais comme effectivement, il y a l'adhésion, il y a aussi des personnes expérimentées qui ont un très bon niveau, une très bonne proximité à l'échec, mais qui n'adhèrent pas à l'unilatéral. Et pour qui, effectivement, ça fait chier d'en faire, quoi. Donc là non plus, ce serait pas forcément adapté. C'est pour ça que c'est en généralisant, on irait dire que c'est plus pour les personnes avancées que débutants. Et je reviens, oui, pardon, sur l'histoire des setups. Je suis peut-être un peu moins convaincu. Par exemple, pour le dos, il n'y a pas forcément besoin d'un banc pour le faire en unilatéral ouais, toi, tu le fais à la assis au poulie. sol. Ah, moi, Non, j'aime non, pas. mais effectivement, on peut le faire assis au sol, mais on peut le faire aussi sur une station de tirage vertical. Ouais, aussi, tu peux. Bah, après, Tu vois? moi, je suis pas T'es fan de pas le mettre obligé. sur station de tirage vertical. Tu veux que je te dise pourquoi? Parce qu'en gros, il faudrait que Vas-y. tu te mettes suffisamment loin derrière pour éviter d'avoir une trop grosse flexion de coude. Tu vois ce que je veux dire? Parce Mm. que moi, l'idée, quand je fais un exercice de tirage, avant, quand je fais, enfin, c'était surtout tirage diagonal que je faisais vu que j'amenais le banc à la poulie. Oui, Bah, j'essaie de limiter la flexion de coude pour éviter le recrutement, enfin l'intervention de mes fléchisseurs de coude. Donc j'essaie tu sais, de sorte de garder un angle de 90 degrés au niveau de mes coudes. Contrairement au si on se met, bah là du coup c'est un autre débat, tu vois. Mais si on se met oui, directement à la station de tirage vertical, bah forcément si t'as pas, ça dépend du tirage vertical. T'as des tirages verticaux où justement le siège il est vraiment loin vers l'arrière. Moi dans ma salle il est pas vraiment loin vers l'arrière, donc en gros juste en dessous, t'es ouais. obligé de rester collé, tu vois et donc avoir une méga flexion de coude. Donc limite, t'es comme ça, tu vois. Contrairement à un tirage diagonal où du coup, bah, tu peux plus, t'as un peu plus de liberté à ce niveau-là. Alors ça, encore une fois, Mm. enfin, c'est pas sujet unilatéral, mais voilà. Après, ça va dépendre encore une fois de l'exercice, etc. Ça à 1000% quoi. Après, oui, la flexion de coude, forcément, elle compte, elle est à considérer pour l'intervention des fléchisseurs du coude, mais ça dépend sur quelle portion du mouvement. Parce que si c'est une partie du mouvement où il y a quasiment aucune tension qui s'applique, Ouais. est-ce que c'est un souci? Ça, beaucoup de personnes, voilà, considèrent uniquement la flexion de coude. Mais par contre, si c'est une portion où le câble va venir s'aligner avec le bras, c'est pas forcément un problème. Donc ça, c'est la première des choses. Et la deuxième, oui, pourquoi moi, j'irais pas forcément le faire sur le tirage vertical? Parce que la plupart des stations de tirage vertical sont des poulies 1-1. Et du coup, on vient accumuler énormément de vitesse en bas de mouvement, chose que les poulies mobiles n'offrent pas. Enfin, offrent au contraire. C'est-à-dire le fait de pouvoir avoir une charge un petit peu plus douce et de moins se prendre l'inertie et toute la vitesse en bas de mouvement. Mais ça, c'est pareil. On en discutera peut-être une prochaine fois. Pourquoi est-ce qu'il faut choisir des poulies qui ont des attaches mobiles plutôt que des attaches fixes? On voit pas mal de personnes faire les triceps avec des poulies avec uniquement des attaches fixes. C'est pas optimal. Mais bon, ça, on en Bon, parlera sur une autre fois. en plus, ça, Ça, je c'est sais plus plus. de la mécanique des machines. Ah, mais c'est trop intéressant ça. Est-ce qu'il On y a va des pas tout faire autres d'un coup. contre? Non, c'est bon. Pour moi, j'avais un autre contre, tu vois, et tu vas me dire ce que tu en penses. J'ai pas vu de data, vraiment de données scientifiques à ce sujet, mais pour moi, ça me paraît de la logique pure et dure, tu vois. Par exemple, on va comparer une personne qui va faire un curl biceps en bilatéral, ok, donc avec deux haltères,
et une personne qui va faire un curl biceps en unilatéral, donc il va faire un bras, et après il va faire l'autre bras. Selon moi, enfin d'un point de vue logique, encore une fois, tu vois, la personne qui a fait l'unilatéral sur son curl biceps accumulera plus de fatigue, potentiellement plus de fatigue, que la personne qui a fait le bilatéral. Parce qu'en soi, ça fait quand même deux séries de travail au lieu d'une, tu vois. Donc encore une fois, tu vas faire un bras, ton système nerveux va être sollicité, tu vas accumuler des dommages musculaires, tu vas accumuler pas mal de petites choses, et après tu vas finir ce bras-là, tu vas attendre tes potentiellement 30 secondes, peu importe, et tu vas renchaîner avec une autre série de travail. Donc potentiellement plus de fatigue à la longue si justement tu fais toute ta séance avec que de l'unilatéral, tu vois ce que je veux dire? Donc ça, encore une fois, c'est pas vraiment, enfin je sais pas, ça se trouve c'est back-up par la science, mais c'est selon moi, enfin je sais pas ce que tu en penses vis-à-vis de ça. Ouais, j'en pense qu'effectivement, c'est ce dont on parlait quand je disais que c'était plus long. Donc, on a moins la possibilité d'aller mettre du volume sur la séance. Parce que, effectivement, on va devoir, si par exemple on a 3 séries par exercice, si on fait de l'unilatéral, moi ça m'arrive assez souvent pour des personnes de la avancée de remplacer par exemple les extensions triceps à la corde par la version à un bras. Et lorsque les personnes ont 3 séries, systématiquement, je viens en mettre que 2 si on fait de l'unilatéral. Donc, effectivement, puisqu'il y a plus de fatigue, on doit réduire le volume. Donc effectivement, oui, ça revient à dire un petit peu différemment ce qu'on a évoqué tout à l'heure, mais oui, totalement, totalement. Donc c'est pour ça qu'encore une fois, c'est du coup moins adapté pour des personnes débutantes qui, elles, pour le coup, auront peut-être moins de volume et c'est comme elles ont une proximité à l'échec moins importante, on veut sûrement éviter ça. 100%. Ok, c'est parti, on va passer directement au prochain sujet, pardon, donc l'échec musculaire. Avant ça, mon bof, si t'es intéressé pour un coaching avec les deux meilleurs coachs francophones dans le monde entier, non, là, du coup, dites-vous, Clément, il a 15 ans de training. Ok, donc c'est une belle bête, hein. C'est une machine de guerre. Donc, ouais, si t'es intéressé, mon bof, clique sur le lien directement en description. T'as un petit formulaire à remplir pour voir justement si tu peux fit avec les personnes qu'on accompagne. Donc, n'hésite pas à les check et let's go. Donc, l'échec, ça te dérange si je commence, Clément, ou pas? Parce que t'as commencé tout à l'heure. En fait, j'ai juste un seul avantage de l'échec, tu vois. Mais sinon, j'en ai Ok, vraiment un seul, moi. J'en ai peut-être pas trouvé. C'est ok pour toi? c'est bon. Parfait, nickel. Donc pour moi, l'échec, c'est intéressant d'atteindre, enfin d'aller à l'échec pour permettre de savoir si tu t'entraînes réellement dur. Parce que si tu vas jamais à l'échec, comment tu peux déterminer ta proximité à l'échec? C'est logique, tu vois. Là, c'est la mode en ce moment de garder une rep en réserve, c'est génial parce qu'on... Ah, mince, faut pas que je dise trop de... J'allais spoil le truc après pour les contres. Mais c'est dur. Mais ouais, du coup, j'allais me spoil. Je disais, encore une fois, si tu vas jamais à l'échec, comment tu veux déterminer ta proximité à l'échec? C'est très important, selon moi, d'aller à l'échec sur certaines de ces séries de travail. Par exemple, tu as deux, trois séries à faire sur un exercice. Au moins, la dernière série, tu essaies d'aller à l'échec. Ok? Parce que si tu n'es jamais allé à l'échec sur un exercice en question, tu pourras jamais réellement la déterminer, enfin déterminer ta proximité. Et donc, des fois, tu as tendance à te sous-estimer. Tu te dis, ok, ouais, je suis à l'échec, ok, je garde une rep en réserve ou quoi, sauf que tu es à rien de tout ça. Et là, selon moi, dans la majorité des cas, dans 80% des cas, dans toutes les personnes qui pensent être à l'échec, ils ne le sont pas. Ok, ils ne le sont pas. Donc c'est ça, vu qu'on voit sur les réseaux, ouais, essayer de garder une rep en réserve, ils vont garder une rep en réserve, au final, ils vont en avoir 10 en réserve. Et ça se voit sur la vidéo, ça se voit sur la vitesse de la phase concentrique. Je pense qu'avant de déterminer les pour et les contre, on est bête, on aurait dû définir ce que c'est l'échec, tu vois. Donc je vais donner ma J'allais définition. te demander, Et j'allais te après, demander comment tu vois une personne qui va à l'échec ou non. ouais, voilà, c'est ça. Donc je vais donner ma propre définition et après je te laisserai la dire. Et voilà. Donc là, du coup, juste pour le pour, voilà, permet de savoir si tu t'entraînes réellement dur. Ok? Mais juste avant ça, c'est ce on aurait dû commencer par ça directement. L'échec, c'est en fait, tu vas la déterminer par la vitesse de la phase de raccourcissement, la phase concentrique d'un mouvement. Par exemple, sur un curl biceps, tu vois, tu vas comparer une personne qui va terminer son mouvement rapidement, comme ça, et tu vas comparer une personne qui va en chier, mais qui va vouloir être le plus explosif possible. Bah, tu vas voir que entre ces deux personnes-là, la personne qui aura une meilleure proximité à l'échec, c'est la personne qui aura un ralentissement involontaire de sa phase concentrique, tu vois. Donc c'est fait involontairement, toi, tu essaies d'être le plus explosif possible. Et là, on est sur une série proche de l'échec. Et la dernière répétition, elle est censée vraiment être très très compliquée, ok? Et là, selon moi, ma définition à moi, c'est quand tu atteins vraiment l'échec, c'est quand tu es plus capable de réaliser une répétition supplémentaire avec la même amplitude. Ok, il y avait un débat qui se disait avant, oui, l'échec, c'est quand tu fais des répétitions partielles. Dans ce cas-là, l'échec, enfin voilà, tu peux faire 500 trucs, tu vois, tu vas faire des drop sets, tu vas des échecs. Mais pour moi, l'échec, c'est quand tu es plus capable de réaliser une répétition supplémentaire avec la même amplitude. Et il faut que cette dernière répétition, elle ait une vitesse vraiment lente, ok, et ça de manière involontaire. Voilà. Donc ça, c'est ma définition. Après, je pense qu'on se rejoint dessus. Heureusement qu'on se Oui, rejoint dessus, bordel. on en avait déjà discuté, Ouais, effectivement. ouais. J'irais rajouter, effectivement, il faut que l'amplitude soit la même et il faut que de manière générale, la répétition soit identique ou en tout cas similaire, c'est-à-dire aussi la technique euh, similaire également, enfin tout ce qui va avec, quoi. Il y a l'amplitude, mais il y a tout le reste. L'idée, c'est vraiment d'avoir, lorsqu'on fait une série de travail, nous, ce qu'on préconise,
c'est d'avoir des répétitions qui soient vraiment standardisées de la première à la dernière. Et la seule chose qui doit varier, c'est la vitesse du coup de raccourcissement sur la dernière, comme tu l'as dit, de manière involontaire. Donc oui, bon, on se rejoint là-dessus, on a la même vision. Ouais. Et c'est vrai qu'attends, mais c'est parce qu'en fait, on explique pour les personnes qui nous regardent, on n'a pas revu ensemble les sujets. Donc il y a peut-être y avoir des contradictions après. Je sais pas, là pour l'instant, on n'a pas eu de contradiction, mais il se peut qu'il y ait des contradictions. Ça va se partir en fight, ça se trouve, Clément. Comment ça Ouais, va se c'est passer? vrai. On se tapait dessus. Et Mais ouais, du coup, bah moi j'ai dit mon pour, ok? Donc permet de savoir ouais, si tu t'entraînes vraiment dur. Donc je te laisse dire un pour si tu en as un, etc. À toi de jouer. ouais, ça marche. J'allais juste ajouter, donc on parle effectivement de standardiser, d'avoir juste les répétitions. C'est intéressant en position étirée de marquer une petite pause, d'accord? Ça permet d'éviter de rebondir déjà, éviter de se blesser, et ça permet de bien se concentrer avant d'avoir la phase concentrique la plus explosive possible, la plus rapide possible, et aussi de pouvoir céder de la respiration, qui est un petit peu trop souvent négligée à mon goût. Euh, on va venir inspirer en position étirée, et ensuite, dès qu'on démarre la phase concentrique, on va venir expirer bien fort pour pouvoir, et avec toujours l'intention d'avoir la répétition la plus explosive, la plus rapide possible. Et souvent, ça va permettre d'aller chercher une ou deux répétitions en plus avant l'échec musculaire. Donc ça, c'était du coup pour revenir un petit peu sur la définition. Par rapport à ton avantage, effectivement, moi j'avais noté le premier, s'assurer d'une bonne proximité à l'échec, du coup effectivement, par définition, si on est à l'échec, au moins on est sûr d'avoir une bonne proximité à l'échec, et notamment pour les personnes débutantes, mais pas que. Les personnes débutantes, comme tu dis, si tu leur dis de faire une rep en réserve, ils en auront 5. Au moins, ça permet de savoir qu'on y est vraiment. Et du coup, moi j'avais un deuxième point aussi, c'est lorsque l'on est à l'échec, on peut être sûr de se permettre d'avoir une approche un petit peu minimaliste et d'avoir un volume minimal. Et pourquoi est-ce que l'on choisirait d'avoir un volume minimal? C'est d'avoir peu de fatigue accumulée. On se dit par exemple, je décide d'avoir seulement, on va dire, 4 séries de travail sur un groupe musculaire. Ok, c'est une approche minimaliste qui a pour but d'avoir le moins de fatigue accumulée possible. Si on est à une rep de l'échec, on n'est pas sûr à 100% d'avoir cette proximité à l'échec-là. Alors que si on est à l'échec, au moins on est sûr d'y être. Donc voilà, le point c'est être sûr de pouvoir se permettre d'avoir un volume minimal pour ainsi accumuler le moins de fatigue possible. Ouais, je suis d'accord, Ce 100%. serait mon point. Parce qu'encore une fois, si je peux ajouter quelque chose par rapport à ça, plus justement notre nombre de séries va être élevé, bah forcément, tu peux pas te permettre d'avoir un volume d'entraînement, un volume de séries de travail élevé et une intensité élevée. Forcément, au bout d'un moment, ça va poser problème. Ok. Donc l'idée, c'est d'avoir une bonne intensité et un volume d'entraînement adapté. Ça veut pas dire bas non plus, ok? Mais ça ne veut pas dire super élevé. En fait, il faut vraiment trouver le volume d'entraînement qui nous correspond, le nombre de séries de travail qui nous correspond. Mais tout ça pour dire que si tu as une intensité vraiment élevée, tu t'entraînes vraiment à l'échec, tu te pulvérises sur chacune de tes séries, tu vas pas te permettre d'avoir autant de séries de travail qu'une personne qui garde quelques répétitions en réserve, par exemple, tu vois, 2, 3, etc. Bah, si on prend un exemple d'une personne qui a à peu près, on va dire, un an d'entraînement, qui viendrait rejoindre l'accompagnement, on irait d'abord leur mettre peut-être quelque chose comme 15 à 20 séries de travail par séance, d'accord? Au bout d'un moment, avec l'intensité qui va augmenter, ils vont nous retourner que ça devient difficile d'assurer la séance jusqu'au bout. Et pour pouvoir justement se permettre de réduire le nombre de séries plutôt sur la fourchette entre 10 et 15 dans la séance, on irait leur dire, va à l'échec. Comme ça, au moins, on est sûr que on peut se permettre d'avoir cette approche, encore une fois, minimaliste. Donc voilà, pour avoir un petit peu aussi un cas concret et une idée aussi du nombre de séries qu'on pourrait avoir dans une séance. Et ce, pour quelqu'un qui s'entraîne à peu près 4 fois dans la semaine. Si vous vous entraînez tous les jours de la semaine, avoir 15 séries par séance, si vous êtes à l'échec, ce sera sûrement trop. Complètement. Voilà. Je pense que dépasser 60 séries dans la semaine, si vous avez une bonne proximité à l'échec, après ça dépend des personnes évidemment, mais c'est souvent trop. Et c'est souvent ce qui va faire que on récupère des personnes qui stagnent tout simplement parce qu'elles ont trop de volume sur la semaine et par séance. Et du coup, travailler sur l'intensité et la proximité à l'échec, ça va être un outil intéressant pour pouvoir baisser le volume et donc relancer la progression. C'est toujours trouver la bonne balance entre volume et intensité en fait. Et voilà, nous, on va souvent préconiser d'avoir une bonne intensité pour pouvoir avoir un volume donc plus bas et avoir moins de fatigue. Et donc, le fait d'aller à l'échec permet de s'assurer qu'on a une bonne intensité, bien sûr. Voilà. Donc, on se répète un peu, mais du coup, voilà, c'est ce qu'on irait préconiser. Tu sais que Clément, ce que j'aurais dit, genre, on m'aurait posé cette question il y a, je pense, 6 mois en arrière. J'aurais dit, ouais, aller à l'échec, c'est plus intéressant que garder une répétition en réserve. J'aurais fait ça, j'aurais dit, non, l'échec, c'est le plus important ou quoi. Mais maintenant, vu qu'on est des coachs qui se remettent en question, je sais pas si t'avais ça aussi avant ou pas du tout.
T'étais passé par là ou t'as toujours eu cet aspect raisonné comme tu as dit, Oui, Clément? non, non, effectivement, oui, je pense que. Bah, après, même les données évoluent, hein. Mais ouais, là, du coup, bah, vu qu'on a fait le tour sur les pour, maintenant sur les contre, je vais Ah rebondir non, sur. j'en avais un T'avais dernier, encore un moi. pour? Ok, vas-y, fais-toi Oui, plaisir. j'en avais un pour. Il est Bravo, plus parce que là, on n'avait psychologique. qu'un seul pour, là. Mais pour pas mal pour pas mal de personnes, il y a un côté rassurant de se dire que l'on donne tout. Ça peut être pour certaines personnes qui aiment le sport, l'esprit de compétition, le fait de se dire, OK, je donne tout, je vais à la salle, je vais à l'échec, c'est rassurant. Surtout, justement, pour des personnes à qui on met un volume d'entraînement peu élevé. Ouais, moi, j'avais l'habitude de faire 25 séries par séance et tout ça. Quand on les baisse à 15, c'est rassurant pour eux de se dire, bah, au moins, je donne tout, je vais à l'échec partout, quoi. C'est un avantage aussi auquel on pourrait penser. Ouais, complètement. Et voilà, le fait de se dire je travaille vraiment, j'en ai pas sous la pédale. Donc peut-être meilleure adhésion. Ah, j'allais dire adhérence, c'est adhésion qu'il faut dire. Putain, à chaque fois, je fais erreur. Oui. Adherence, c'est en anglais et c'est pour les pneus sur la route. À Donc chaque ne fois, je dis dites adhérence. pas adhérence en Mais français. moi, je suis un américain, en fait, Clément, tu comprends pas. Ouais. Ouais, Mais mais ouais, parle en anglais alors meilleure tout le adhésion. monde. Mais là, vas-y, Ouais. là, je vais casser tout ça parce que pour moi, l'échec, c'est pas bien. Allez pas à l'échec. Non, je rigole. Allez, inconvénient alors. Moi, je fais les inconvénients. Je peux me permettre de commencer par le premier inconvénient, Bon, Clément. oui, mais de toute façon, je pense que c'est surtout le même, quoi. Bah, en vrai, j'en ai mis trois, hein. Ah bah vas-y. Mais enfin, l'inconvénient pour moi, c'est la fatigue que tu vas accumuler. Parce que là, on parle d'adhésion. J'ai un client, enfin un client aussi, Séverin, mon boss, si tu regardes ça. En gros, son truc, c'est que il avait 13 séries dans sa séance. Ok, 13 séries sur chacune de ses séances. Il allait à l'échec tout le temps. Mais quand je te dis il va à l'échec, Clément, genre vraiment, il va vraiment à l'échec. C'est un malade mental. Tu vois, Combien de séances par semaine il a? il a 4. 3 séances. Il a 3 séances par semaine ou Ah 4. oui, bon, ça va. 13 fois 3, 39. Ah oui, Ouais, ouais, d'accord. ça va, ça va. C'est vrai, il s'entraîne, il a pas une méga fréquence. Et en fait, ce Non, qu'on ça a va. fait avec lui, c'est que on a décidé de baisser, enfin, sa proximité à l'échec, parce que c'est pas possible. Oui, l'adhésion, c'est important, mais des fois, il faut la mettre de côté dans certains cas. Et il y a des cas où c'est critique, entre guillemets, tu vois. Parce que là, ok, de l'adhésion, j'adore m'entraîner à l'échec, c'est génial, j'adore me surpasser. Et quand je parle de l'échec, c'est vraiment de l'échec. C'est pas, ouais, je vais à l'échec, mais il m'en Oui, reste une ou deux, tu vois ce que je veux dire? Mais donc lui, c'était vraiment l'échec. Voilà, sur toutes ces séries, ça s'envole lourd. Et en ouais. fait, bah, des fois, il faut mettre l'adhésion de côté, tu vois. Et je lui ai dit, bah écoute, on va garder une répétition en réserve maintenant. Il n'y a pas le choix, on n'a pas le choix de passer par là. Parce que maintenant, toujours pour revenir sur cet aspect fatigue, parce que c'est le contre que je me concentre maintenant, c'est garder une rep en réserve ou être à l'échec. On voit que les résultats en termes d'hypertrophie sont similaires. C'est juste que la Oui, oui. dernière rep que tu vas réaliser va t'accumuler tellement de fatigue qu'elle peut t'impacter pour le reste de tes séries. Donc, dans certains cas, c'est intéressant, tu vois, de garder une répétition en réserve et sur certaines séries, aller à l'échec. Ok. Là, en l'occurrence, ce qu'on a fait, parce qu'on a essayé pas mal de petites choses, phase de deload, etc., pour vraiment redescendre la fatigue, c'est que Mm. voilà, la proximité, elle était trop importante, vraiment un truc de malade. Donc voilà, c'est pour ça que pour le contre, pour vraiment rester sur ça, c'est la fatigue que tu vas accumuler en allant à l'échec sur toutes tes séries, toutes tes séances. Sur la longue, ça va t'impacter, même si l'adhésion, même si tu adores ça, ça va t'impacter. Ok. À moins de réaliser peut-être Oui. 4 séries dans ta séance, mais dans ce cas-là, il n'y a pas vraiment d'optimisation derrière. Il faut quand même un minimum de volume Non. pour créer de la viande. Donc ça serait vraiment le contre de moi. Donc si tu veux ajouter quelque chose par rapport à ça, s'il te plaît. Bah, j'ajouterais qu'effectivement, tu as parlé d'adhésion plusieurs fois. C'est pas quand même le seul avantage dont on a parlé. Il y en avait d'autres. Et ce que j'irais dire, oui, c'est que pour une personne qui s'entraîne très très dur, comme on dit, c'est plus facile de calmer un lion que d'exciter un mouton. Donc effectivement, une personne, pour ces quelques personnes qui s'entraînent très dur, oui, effectivement, leur dire de ne pas aller à l'échec, ça peut être, c'est tout à fait pertinent. Mais pour la plupart des gens, leur dire de garder une rep, comme on l'a dit tout à l'heure, ce serait peut-être pas forcément la meilleure des choses. Et oui, moi effectivement, j'avais noté celui-là. Avoir cette répétition en trop qui vient juste accumuler de la fatigue et donc ne pas pouvoir avoir un volume important. Donc c'est ça, c'est le fait de pouvoir finalement n'avoir que par exemple peut-être que 2 séries par groupe musculaire. Si vraiment c'est cette personne qui va à l'échec pourrait n'avoir finalement que peut-être 2 séries par groupe musculaire si sa récupération n'est pas impactée. Et du coup, on peut penser effectivement que c'est peut-être un petit peu faible. Et comme tu l'as dit, vu que les résultats en termes d'hypertrophie sont similaires, qu'on ait 0 ou une répétition en réserve, en théorie, évidemment, par rapport à la fatigue et tout ce qu'on a dit, c'est plus intéressant d'en garder une. Et donc de ne pas aller à l'échec. Mais quand même d'en avoir qu'une, de ne pas en avoir 5. Parce que là, c'est vrai qu'on dit aller à l'échec, oui ou non. En fait, la question, c'est soit avoir 0, soit une en réserve. Parce qu'on peut quand même dire que en garder 5 en réserve, c'est pas ce qu'on irait recommander. Même si certains le préconisent. Ça permet d'avoir beaucoup, beaucoup de volume. Mais le problème, c'est qu'on va avoir énormément de répétitions un petit peu inutiles, entre guillemets, avant d'avoir les vraies répétitions stimulantes. Là, on dévie un petit peu, mais si on va faire 5 séries de 15 répétitions avec, on va dire, allez, on est à RIR 4 ou 5, donc on a 4 ou 5 répétitions en réserve, purée,
la fatigue qu'on va accumuler avant de faire ces quelques répétitions stimulantes, ce sera pas forcément très rentable, quoi. Alors qu'à côté de ça, on peut avoir une personne qui fait seulement 2 séries de travail et en étant à RIR1 pour un nombre de répétitions stimulantes qui serait équivalent. Et elle, elle a quasiment peu de fatigue accumulée. Et sur des séries plus courtes aussi. Ça, ce sera un autre sujet, mais le fait de travailler sur des fourchettes de répétition, on va dire entre 4 et 10, c'est souvent plus intéressant que d'être entre 8 et 15. T'éparpilles pas trop, Clément, s'il te plaît. Calme-toi, Pardon, Clément. pardon, Clément, tu te excuse-moi, calmes. pardon. Non, mais tu sais, je fais du teasing un peu pour Ouais, les ouais, non, prochaines mais tu fois. fais du teasing sur tous les sujets à la fois. Clément, on l'embarque dans un sujet, il sait plus s'arrêter après. Non, mais c'est bien, il est passionné, ça montre que t'es passionné, c'est très bien. Mais ouais, du coup, fatigue, stagnation. Est-ce qu'il y a des autres contres qu'on pourrait énoncer? Mais du coup, donc tu as dit le premier, c'est vrai que j'ai continué là-dessus, mais c'était toujours sur le premier. Moi, le second auquel j'avais pensé, ce serait peut-être une technique moins bonne, du coup, sur cette dernière répétition qui serait à l'échec. Donc peut-être un risque de blessure. Ça pourrait être le cas, surtout sur des mouvements polyarticulaires. Aller vraiment à l'échec sur un squat, sur un soulevé de terre, sur un bench, il y a peut-être plus de risque de blessure sur la dernière répétition. C'est pour ça qu'on ne met pas de squat, bench et soulevé de terre dans les programmations. Non, je rigole. On en met pour ceux qui Oui, veulent, vraiment. mais voilà, mais comme l'adhésion est la clé, on peut le dire, on a pas mal de personnes qui ont du squat, notamment, parce Euh, qu'ils aiment ça, alors qu'on leur dit qu'effectivement, sur le papier, le hack squat est plus optimal, mais l'adhésion, comme on le dit, donc on met aussi du squat à des pratiquants. genre Jérémy, hier, qui a fait une séance squat, soulevé de terre. Vraiment les exercices qu'on recommande à 100%. Ouais. Je sais pas s'il écoutera ce podcast, mais bref. Oui, alors qu'en plus, il était censé faire la séance pool. Mais enfin, bon, bref, ça, c'est. Jérémy aime faire les gens. Mais donc, voilà, ça serait plus, du coup, risque de blessure pour ce second inconvénient. Je sais Ouais, pas bah, si tu l'avais, du coup, dans tes c'est trois. exactement ce que je voulais dire. Ouais, c'est la technique. Beaucoup de personnes ont tendance à dire, ouais, je vais à l'échec, etc. Mais ok, en fait, moi j'aime bien dire, même si c'est pas vraiment des termes utilisés dans la littérature scientifique, etc. Mais tu sais, tu as l'échec technique. C'est ça qu'on dit, échec technique et échec musculaire. Et en gros, moi je Il y a préfère l'échec postural aussi. oui, échec posturel, ouais, c'est ça. En gros, moi, je préfère arrêter le mouvement quand ta technique est bonne. Enfin, ta technique peut légèrement se dégrader, mais faut qu'il y ait une limite à ça, tu vois ce que je veux dire? Faut pas que ça commence à devenir n'importe quoi. Faut pas que sur ton chest press allongé, que t'aies une jambe en l'air, que tu sois en Y, que t'aies le cul qui touche le plafond, t'aies un bras comme as. Là, il y a des limites, tu vois. Elle peut se dégrader légèrement, mais vraiment légèrement. Quand je dis dégrader, je pense notamment peut-être, tu vois, les épaules qui vont peut-être aller légèrement vers l'avant, tu vois, c'est pas dramatique non plus. Mais en fait, il faut vraiment trouver le juste équilibre, le juste milieu et éviter de dégrader son mouvement qui ressemble plus à rien sur le papier. C'est dégueulasse. T'as d'autres muscles qui rentrent en jeu, t'accumules la fatigue qui va te servir à rien. Enfin, c'est juste de l'ego, tu vois, la dernière répétition. Et selon moi, enfin, c'est ce qu'on vient de dire depuis tout à l'heure, c'est pas vraiment intéressant de tenter cette rep-là si tu sais pertinemment que ta technique va être exécrable, elle va être dégueulasse. Ne la fais pas. Tu vois, honnêtement, garde cette répétition-là. Elle te servira pour le reste de ta séance et ça sera toujours Peut-être plus. du unilatéral. T'as dit- Non, mais c'est vrai. Il y a Ouais, moins de risques d'aller dégrader la technique lorsqu'on ouais, est ouais, plus c'est vrai. stable et qu'on Ouais, est latéral. On en revient toujours au même point, quoi. Mais voilà, du coup, donc deuxième. Et t'en avais un dernier, du coup, inconvénient? non. Je croyais que t'en avais trois. Bah, j'avais fatigue, technique et stagnation, mais en fait, fatigue et stagnation, je les ai mis en même temps. Genre, enfin, D'accord. Et toi? Et du coup, donc si on devait un petit non, moi c'est tout ce que j'avais, mais si on devait un petit peu résumer, qu'est-ce qu'on irait dire? L'échec, oui, pour les débutants, et dans certains cas pour les avancés, à éviter. Bah, là, encore une fois, pour les débutants, ça dépend encore une fois, tu vois. Genre, si c'est un mec qui vient de commencer il y a Mais 2 semaines la salle, sa technique va être dégueulasse. Ouais, débutant, mais genre technique validée à 100%. oui, pardon. Oui, 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 oui. On sort de la phase de découverte, Ouais, ouais. d'apprentissage. Oui, pardon. Oui, oui, Et bien après, il sûr. y a un truc aussi, c'est genre, on dit d'aller à l'échec, mais on sait pertinemment que la personne ne sera pas à l'échec. Tu vois ce que je veux Bien dire? sûr. Il y a une douille dans le truc, c'est que, ouais, il faut aller à l'échec, mais tu seras pas à l'échec. Tu vois? Ah, j'ai tellement envie de citer des noms, mais Non, non, je le tu ferai vas pas. te taire. Non, mais c'est trop grave. Mais c'est pour ça que je dis, enfin, ça, c'est des chiffres que je sors de mon chapeau, mais 80% des personnes qui disent être à l'échec ne sont pas à l'échec. Vous n'êtes Ah pas à oui, l'échec, non, mais vous bien n'entraînez sûr. pas, c'est dur. On regarde les Bien sûr. vidéos, la dernière rep, elle est comme as. Mais C'est et pas d'ailleurs, normal, tu vois. je vais encore dévier, mais envoyez vos vidéos d'exécution. Parce que non seulement il y a toujours des choses à dire sur la technique, mais il y a aussi des choses à dire sur la proximité à l'échec. Et un regard objectif sur ça, c'est hyper important. Et du coup, ça permet, là, comme on l'a dit tout à l'heure, mais de trouver la bonne balance entre le volume et l'intensité. Mais si vous ne filmez pas, si vous n'envoyez pas vos vidéos d'exécution, comment est-ce que vous voulez que l'on fasse mais pour trouver cette bonne balance, justement? Là, tu es en train de faire un coup de gueule au client, Clément. Le podcast, il est pour tout le monde, il n'est pas. Bah alors, pour ceux qui ne le sont pas, rejoignez-nous.
Et pour ceux qui le sont, envoyez vos vidéos. En plus, Clément, il fait des bons petits schémas. Tu vois, tu fais des petits vidéos Loom là, avec les petits schémas, les Oui, petites rouges. C'est beau, ce Clément, ce que tu fais. oui, voilà, je fais pas des retours écrits ou des vocaux, hein. Effectivement, il y a des vidéos longues, mais Non, ouais, ouais, effectivement. 100%. Mais ouais, donc ouais, entraînez-vous dur. Mais je pense que là, on est à 22 minutes, plus l'autre, ça doit faire 30 minutes. Je sais pas si on se fait le dernier sujet, technique d'intensification. On se le fait ou pas? Bah, ouais, on peut le faire et au pire, on le publiera plus tard, Mais vas-y, bah mais écoute, est-ce qu'on a fait le tour pour la partie échec? Tu voulais ajouter des choses par rapport à ce qu'on vient de voir ou pas? non, on est bon, non? De toute façon, je pense pas que ce soit le sujet le plus long parmi ceux qu'on voulait traiter, mais on a quand même fait le tour. Bon bah c'est parti pour les techniques d'intensification. Let's go, c'est parti Clément. Bah, je te laisse présenter les techniques d'intensification parce que ça se trouve, certaines personnes ne savent pas ce que c'est une technique d'intensification. Donc à toi de jouer. Bah, c'est pour avoir les séries plus intensives, non? C'est ça? Oui, oui, c'est ça. Je sais Exactement. pas, on m'a dit que c'était ça. Il y a intensification, donc je pense que c'est pour que les séries soient plus intensives, quoi. Ah, c'est bon, on passe en Plus mode intenses. troll là. Non, non, Clément, faut être sérieux là. Bah, c'est des techniques qui, normalement, en théorie, oui, ils sont censés rendre la série avec plus d'intensité. On va se rendre compte que c'est pas forcément le cas. Par contre, effectivement, il y a quand même des avantages. Sur certaines, là, en fait, on va les mettre un petit peu tout dans le même panier au début, et ensuite on ira un petit peu nuancer, et on verra qu'il y en a sûrement certaines qui sont plus pertinentes, ou en tout cas moins impertinentes que d'autres. Je sais pas toi si tu avais une définition ou un truc, j'avoue, j'y avais pas forcément réfléchi, mais Oh non, j'avais pas de définition. C'était juste, je me non, suis dit, vas-y, faut donner une définition. On a donné la définition. ouais. Tout à l'heure, j'avais commencé, je crois, pour l'échec, pour le pour. Donc là, maintenant, je te laisse honneur à toi, Clément, pour commencer pour le pour les techniques Super. d'intensification. Bah, ça tombe bien parce que j'en ai pas des masses. En fait, pour moi, l'avantage principal, en fait, j'en vois deux. Bah, je vais en dire un. L'avantage principal, c'est le gain de temps pour certaines. Le fait de pouvoir travailler, par exemple, là, je vais spoiler, je vais en parler d'une, mais le superset permet, pour certaines personnes qui n'auraient que, mettons, 30 minutes ou 45 minutes à la salle de sport, pour quelqu'un qui s'entraîne, mettons, 3 fois par semaine seulement, et qui a seulement 45 minutes à la salle, pourquoi pas aller mettre le travail des bras en superset? Parce que ça permet du coup de gagner du temps. Vous faites biceps, triceps, vous prenez votre temps de repos, etc. Enfin, bon, je pense que les gens savent à peu près. Mais au lieu que chaque exercice prenne 15 minutes, là, on va dire qu'en 20 minutes, vous avez bouclé les deux. Parce que vous avez quand même les deux séries à faire. Ça prend un petit peu plus de temps que si c'était un seul exercice, mais ça permet de gagner du temps. Et pour moi, c'est vraiment pas le seul avantage, mais pratiquement, c'est vraiment l'avantage majeur des techniques d'intensification. C'est pas du coup avoir plus d'intensité, mais c'est de gagner du temps. Ok, ça me va. Mm. Ah, mais là, du coup, on s'est concentré. En fait, c'est difficile d'être généraliste parce qu'encore une fois, des techniques d'intensification, il y en a plein. Là, tu as donné l'exemple du Oui. superset. Forcément, c'est intéressant à ce niveau-là. Donc, ça va vraiment dépendre du type de technique d'intensification. Tu vois, de toute façon, on va faire le tour après. Là, l'idée, c'est vraiment qu'on soit généraliste. Donc, apprendre avec des pincettes Ouais. ce qu'on se dit parce que là, ce que je vais dire actuellement ne va peut-être pas être adapté pour un superset, pour un drop set, etc. Juste, Oui. le superset, c'est enchaîner deux groupes musculaires Oui, agonistes, pardon. antagonistes. Tu vois, faut préciser parce que ça se trouve, il y a des personnes, ils savent même pas ce que c'est. C'est pour ça que je préfère. Bah, sur le papier, c'est antagoniste, C'est en théorie. agoniste, enfin antagoniste, agoniste. Et c'est antagoniste, les supersets, normalement. C'est-à-dire biceps, triceps. Mais les biceps, c'est agoniste, triceps, c'est antagoniste. Ou là, il y a un débat là qui va se Non, passer. Non? non. Deux muscles agonistes, ce serait par exemple les pecs et les triceps. Deux muscles antagoniques, ce serait les pecs et le dos. Ah non. T'es Ah sûr de ce si. que tu dis? Bah pour Ah moi, oui, oui, bien sûr. par C'est du exemple, français. les pectoraux, c'est agoniste, et le grand Ah dorsal, non, non, non. c'est antagoniste. Non, agoniste, non, c'est pas ça. Ah ouais? Antagoniste, ça Vraiment? voudrait dire anta, c'est contraire. Du coup, ce serait biceps, triceps, parce que du coup, c'est des muscles, on va dire, contraires. Parce que l'un, c'est la flexion du coude, l'autre, c'est l'extension du coude. Donc, c'est deux muscles contraires, donc c'est antagoniste. Donc ça veut dire biceps et triceps, c'est antagoniste. Antagoniste, ouais. Et sûr à 100% de ce que tu dis. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ok. Bah, je te fais confiance. Mais c'est fou. Alors moi, j'ai toujours Mais, dit l'inverse, hein. Moi, j'ai toujours dit. mais Ouais, par exemple, je vais faire une séance. Enfin, ouais, je te recommande de faire agoniste, antagoniste, donc pectoraux, grand dorsal, biceps, triceps, agoniste, antagoniste, tu vois, j'ai toujours dit ça. Mais non, mais on dit souvent, j'en ai parlé, mais ça se voit vraiment que tu n'écoutes pas du tout les vocaux que je délivre sur notre groupe Locum Academy, où effectivement on met des sondages régulièrement et où on discute pas mal. Mais j'explique que, par exemple, même sur l'unilatéral, lorsque l'on va travailler, par exemple, sur du développé couché, c'est plus compliqué d'isoler les pecs et on va avoir les muscles agonistes, donc c'est-à-dire les muscles autour, qui vont intervenir, c'est-à-dire l'avant d'épaule, les triceps, c'est les muscles agonistes, on va dire, du grand pectoral. Alors que le muscle antagoniste serait plus, en termes, par rapport à la fonction du muscle, serait plus le dos. Bon, bref. Mais, euh, mais donc, sur le papier, effectivement, un muscle antagoniste, c'est ça, mais dans les faits,
on va plutôt dire que c'est un muscle différent. On pourrait très bien faire un superset pec quad et on dirait que c'est superset. Parce qu'en fait, on va dire, par abus de langage, que le superset, ça s'oppose au biset. Ouais, Et le biset, c'est quoi? C'est de travailler 2 séries sur le même groupe musculaire. Donc quand c'est pas le même groupe musculaire, on va dire superset. complètement. Par exemple, vous faites écarter pour les pecs et vous enchaînez directement avec une chest press. Ne faites pas ça, spoiler. Mais ça, ce serait un biset. Alors qu'un superset, on pourrait faire pec avec n'importe quoi. Même si la définition on dirait que c'est le muscle antagoniste, donc le dos. Voilà, pour la petite parenthèse. Donc là, du coup, le pour que tu as donné actuellement, Moi, c'est le gain de temps, mais c'est pour le regarde superset, temps, mais ok. ça s'applique un petit peu pour tous les autres. Parce que lorsque l'on vient faire, bon après l'appareil, on va déborder un peu, mais pour quelqu'un qui n'arrive pas à aller à l'échec, faire comment on appelle ça, une série dégressive, mais ça va gagner du temps. Parce qu'au lieu d'aller à l'échec au bout de 4 séries, le débutant va réussir à aller à l'échec au bout d'une série, mais en faisant 36 dégressifs, mais ça lui prendra toujours moins de temps. Donc de manière générale, les techniques d'intensification, même bon, il y en a plein, mais les clusters, enfin plein de trucs, drop set mécanique, dégressif, etc. Ça, et pareil, biset et superset, c'est pour gagner du temps. Et donc, selon toi, le fait de faire des drop sets, des clusters, etc., ça serait plus intéressant qu'une série classique avec un temps de repos. Ah non, Ok. ah non, c'est pas ce que j'ai dit. Non, non, Parce non, que de là, je me manière suis dit, générale, non. ouais, mais du coup, c'est pour gagner du temps, mais du temps enfin, on s'en fout, du coup, c'est pas un avantage. Enfin, pour moi, Ben, c'est un pour, tu vois. ben, ben Il gagne si, parce du que temps, c'est oui, pour mais quelqu'un pour quelqu'un qui n'a que 30 minutes. Tu sais, c'est bien oui, la théorie, Lucas, mais il y a des gens qui ont 30 minutes entre midi et deux pour s'entraîner. Et ces 100%. personnes-là, on pourrait leur intégrer des techniques d'intensification ben, pour pouvoir quand même avoir un volume minimal, tu vois. Ne Complètement. serait-ce que pour pouvoir faire une série par groupe musculaire, si elles ont un full body, par exemple, 2 full body, 30 minutes dans la semaine. Là, ça peut être adapté de pouvoir aller chercher plus d'intensité, parce qu'encore une fois, c'est des débutants, ils vont pas réussir à aller à l'échec sur une série. Donc, on va leur mettre des dégressifs sur chaque série, ou pas, enfin bon, peu importe, mais ça va permettre de gagner du temps, et au lieu de faire la séance en 1 heure, comme si on l'aurait fait si on n'avait pas eu cette contrainte de temps, on va pouvoir la faire en 30 minutes grâce aux techniques d'intensification. Donc, pour toutes les Mais on personnes. devrait les appeler les techniques de raccourcissement de temps, ou je sais pas, mais Ouais, 100%. Mais il y a un truc où je veux rebondir, bah, du coup, ça fait partie de mon avantage, je rebondis sur ça parce que tu l'as dit aussi. Moi, je l'ai mis dans l'avantage aussi, c'est les débutants, ça leur permettra de savoir leur réelle proximité à l'échec. C'est clairement ce que tu as dit, mais en gros, tu sais, tu as beaucoup de personnes qui pensent être à l'échec, comme on l'a dit précédemment, mais qui ne le sont pas. Et le fait d'ajouter des techniques d'intensification type dégressive, bah, ça leur permettra de savoir ce que c'est l'effort. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est uniquement comme ça, en faisant des dégressives, que du coup, tu vas vraiment savoir enfin, ce que c'est s'entraîner dur. Tu as des personnes qui vont pas avoir besoin de dégressif pour savoir ce que c'est une série à l'échec, mais tu as des personnes, justement, qui vont avoir besoin de ce genre de technique d'intensification pour vraiment s'entraîner dur, parce que sinon, elles n'ont pas le mental pour faire une série dure, tu vois. Donc, pour moi, ça serait intéressant pour ce type de profil spécifique d'ajouter potentiellement des techniques d'intensification pour leur permettre d'avoir le goût de l'effort et donc potentiellement plus tard savoir déterminer leur réelle proximité à l'échec et s'entraîner dur. Parce qu'il faut pas se le cacher, il y a des personnes, ils n'ont pas le mental pour s'entraîner dur, tu vois. Ils vont à la salle, ils font leur série, il n'y ouais. a pas de surcharge, ils font les mêmes charges, mêmes répétitions depuis 1 an, et c'est difficile pour eux mentalement d'augmenter en charge répétition chaque semaine. Et donc, dans ce cas-là, pour ce type spécifique de personnes, ajouter des techniques d'intensification leur permet. Forger le mental. Voilà, forcément, 100%. Forger le mental, ok. Ouais, ouais. J'avoue que j'y avais pas pensé, mais pareil, dans les faits, ça peut être utile pour ce genre de personnes-là. Que même lorsqu'on leur dit va chercher une rep de plus, etc., elles ont du mal à le faire, là, ça permettrait effectivement d'aller chercher quand même une intensité, on va dire, de manière provisoire, le mettre en place, pourquoi pas, ouais. Ok, bah, j'ai pas grand-chose à ajouter sur ce point-là. Et du coup, l'autre que j'avais, ce serait, bah, pareil, on en parle toujours, mais l'adhésion, la préférence personnelle et le côté plus fun. Pour beaucoup de gens, c'est trop bien de pouvoir enchaîner. T'imagines, tu peux faire un développé couché et un rowing dans la même série. Waouh, c'est trop bien, quoi. Non, mais c'est vrai. C'est Génial. c'est trop bien. Donc, côté plus fun, plus cool, préférence personnelle. Et d'ailleurs, je pense aussi, du coup, à un inconvénient supplémentaire par rapport à ce que je viens d'évoquer. Donc, on y viendra tout à l'heure. Mais Est-ce qu'on a fait le tour des pour? oui, Ok, donc on a fini par adhésion, 100%. Du coup, moi, bah, c'est simple, hein. En fait, c'est comme l'échec, c'est exactement la même chose. L'échec, j'avais commencé par la fatigue. Voilà, je vais commencer par la fatigue aussi, tu vois. Euh, le fait d'ajouter des techniques d'intensification, surtout de manière enfin, pas pensée, pas réfléchie derrière, et même réfléchie d'ailleurs, ça sera toujours plus fatigant sur le plan nerveux, cardiovasculaire aussi, parce que tu as ton souffle qui va rentrer en jeu, qu'une série proche, voire à l'échec, avec un bon temps de repos, et tu as ta série après. Ok? Donc, d'après ce qu'on voit sur le terrain, encore une fois, et avec la data qu'on a derrière,
une série portée à l'échec avec un bon temps de repos sera toujours plus intéressant qu'une série avec quelconque technique d'intensification. Enfin, quand je dis en excluant les supersets, mais par exemple dégressif, hein, toutes les techniques d'intensification, on va enchaîner des séries sans temps de repos, on va enchaîner des séries en baissant la charge, type drop set par exemple. Donc ça, c'est un point à prendre en compte. Et du coup, on va voir que ces techniques d'intensification-là vont accumuler plus de fatigue, pas forcément plus de gains musculaires aussi, tu vois. Donc ça, et là, j'allais dire un autre inconvénient, donc je vais pas le dire. Mais voilà, ça serait mon avis sur cette partie-là. La fatigue que ça va t'accumuler par rapport à une série classique avec un bon temps de repos. Mais c'est moins sexy sur le papier. C'est moins sexy sur le papier. C'est vrai que les gens, du coup, Moins vendeur. programme, Le coach qui va dire ouais, là je vais te mettre des clusters, là je vais te mettre du superset, là tu vas avoir du drop set et là tu vas avoir du biset. Forcément, ça donne plus envie que quelqu'un qui va te dire tu vas avoir des séries de 5 à 10 partout, des séries classiques, directes, sans aucune technique d'intensification et en plus en prenant 3 minutes de repos entre chaque série. C'est sûr que c'est moins vendeur. bon sang. Après, encore une fois, ce que tu dis là, Là, on le met pas à tout le monde. Enfin, entre guillemets, ça va non, dépendre du niveau, non, bien sûr, etc. non, non, Mais non, oui, oui, bien 100%. sûr. Complètement. Ah, je dis que c'est moins sexy que ce que je viens d'évoquer. Je dis pas forcément que ce que je viens d'évoquer est mieux, Ouais, ouais, même si 100%. je suis pas loin de penser, mais voilà. Et que, méfiez-vous de ce qui donne envie par rapport à quelque chose qui marche sur le long terme. Parce que ce que l'on veut, c'est quoi? C'est réussir à trouver quelque chose qui va marcher sur le long terme et réussir à continuer de progresser sur le long terme. C'est facile d'avoir des résultats sur 2 mois avec plein de techniques de partout, mais par contre, vous allez le payer à un moment donné et vous allez stagner, pour pas dire régresser. Et là, vous allez vous poser des questions. Comment est-ce qu'on peut sortir de là, quoi? Donc, premier argument, c'était donc accumul de la. Moi, j'avais mis accumul de la fatigue inutile. J'avais ensuite, évidemment, c'est plus difficile de standardiser les séries Tu m'as et eu. de mesurer la progression. Ah bah oui, mais c'était évident. C'était évident. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme exemple, comme technique d'intensification? Une dégressive, par exemple. Si vous faites, je sais pas, le maximum de reps à une certaine charge, mettons 50 kilos, vous enlevez, vous faites à 40, vous en faites un max, et ensuite vous enlevez et vous faites à 30 ce qui reste. Donc vous allez faire peut-être sur la première 8, sur la deuxième 7, et sur la troisième peut-être 8. Mais la semaine d'après, si vous progressez sur la première partie de série, mais pas sur la deuxième, mais sur la troisième, oui, à l'arrivée, vous avez progressé, vous avez régressé, ça ajoute encore plus de variables, et du coup, en fait, on ne sait pas si on progresse ou pas. Il faut réussir à se dire, d'une séance à l'autre, est-ce que j'ai progressé sur ma série? Oui, non. Ben là, ça vient brouiller les choses et ça vient les complexifier. On ne sait pas si on a progressé ou non sur la série parce que les choses ne sont pas standardisées. Et là, je vais encore un peu dévier, mais ce que l'on veut, c'est d'avoir le moins de variables possible et n'avoir finalement que le nombre de reps ou la charge que l'on déploie. Tout le reste, on veut essayer de le garder constant. Donc, c'est-à-dire, c'est quoi? C'est le choix des exercices, déjà, on va pas changer d'exercice à chaque Clément, fois. Clément, attends, L'ordre, Clément, Clément. non, mais, non, mais Non, en quelques mots, Clément. l'ordre des exercices, la technique d'exécution, l'amplitude, il y a plein de choses. Mais voilà, le message que je veux faire passer, c'est essayons d'avoir le moins de variables possible pour pouvoir mieux évaluer la progression et la mesurer. Donc, en résumé, plus difficile de standardiser les séries et mesurer la progression. Et ça vaut pour toutes les techniques d'intensification. Parce que même sur un superset, ok, on va se mettre la misère sur les biceps, on va réussir à progresser, mais du coup, les triceps, ce sera plus difficile. Donc on parle de surcharge progressive, mais même en vérité, on devrait plus parler de stimulus progressif. Le stimulus sur le muscle en question, c'est finalement peut-être ce qui nous intéresse le plus. Bon, bref, là, je vais encore partir dans tous les sens. Mais là, sur la standardisation, tu allais développer, mais je l'ai noté là. On en parlera pour le prochain podcast parce qu'il y a tellement de choses à dire pour l'ordre des exercices. Là, Ah oui, oui. tu vas jeter des balles perdues, là, j'ai l'impression. Ouais. Mais ouais, sur tu sais, sur le fait de respecter bien l'ordre des exercices, tu vois, ça me fait rire. Ah oui, non, là, oula, là, on va Ah citer là, des noms. Clément, il Ok, va te donc, fâcher là. Non, mais j'ai écrit. Et il y a un truc aussi, je voudrais qu'on parle dans le prochain podcast, ça va être quoi? Ça va être le ressenti. Oh là, je vais me faire un plaisir de parler de ah ça. non, non, Oh, le on va encore ressenti. passer. Ah, ça va sortir. Il y a que des contres, hein. Non, je rigole. Et la congestion, pareil? Ah ouais, putain. Non, il y a pas mal de sujets en vrai, hein, il y a tellement de choix, mais tu sais, Oui, c'est normal, on préfère se concentrer sur un sujet, être à fond dessus, plutôt que développer et divaguer ailleurs, même si c'est super intéressant pour vous, mais au moins, nous, ça nous laisse plus de sujets auxquels on peut oui. parler pour les prochains podcasts. Donc, ouais, là, on a parlé de la fatigue, on a parlé de la standardisation. Est-ce que tu vas ajouter un point sur la standardisation? Non, sur la standardisation, non, c'est bon. Ok. Donc là, tu as des autres points négatifs sur les techniques d'intensification? Oui, T'en as combien? mais d'autres, j'avais mis. Tu me demandes de compter, c'est compliqué, hein. C'est un En menteur. tout, j'en avais compté 5 en tout. 5. Putain, moi j'en ai deux. Ouais. C'est quoi ce bordel? Bon, vas-y, à toi de jouer, hein. Moi, Donc, j'ai du pas coup, fini, là, tu j'ai les as plus rien. dit? Ouais. Alors, il y en a un, du coup, comme j'ai dit tout à l'heure, auquel j'avais pas pensé, mais j'ai pensé
quand on a parlé des avantages, comme quoi c'était fun de pouvoir courir partout et de faire du développé couché et du rowing, bah, du coup, le revers de la médaille, c'est quoi? C'est plus difficile d'avoir les machines disponibles. Hmm. Si vous avez un biset ou un superset, ça veut dire il vous faut, sauf si vous faites sur la même station, peu importe. Mais ça va être plus difficile d'avoir les deux stations disponibles. Et encore, là, c'est un biset, mais il y en a qui font un giant set, un triceps, etc. Triceps. Et là, à ce moment-là, c'est plus difficile d'avoir les machines, donc encore plus difficile de standardiser puisque vous n'allez même pas réussir à avoir vos machines de disponibles. Donc ça, c'est le point suivant. J'avais mis, alors c'est un inconvénient, c'est plus une conséquence. Ça témoigne souvent d'une mauvaise proximité à l'échec sur les séries directes. Ou en tout cas, ça ne permet pas de certifier que l'on s'entraîne dur. Et ça ne permet pas tout simplement d'apprendre à s'entraîner dur sur des séries directes. Tout à l'heure, on a dit que ça pouvait être bien pour certaines personnes dans certains contextes de pouvoir apprendre un petit peu la douleur, etc. Mais est-ce que c'est du coup la meilleure base pour la suite? Peut-être pas. Ce qu'on veut de toute façon à terme, c'est pouvoir être le plus proche possible de l'échec et avoir des séries productives sur des séries directes pour la plupart du temps. Donc là, disons que ça va pas permettre d'apprendre à être productif sur ces séries directes et Mais en fait, tu es en classiques. train de me contredire littéralement. Non, je rigole. Non, en vrai, ça va dépendre du type de profil. Nuancé. Tu vois, ça va vraiment dépendre du type de profil, ce que tu es en train d'énoncer. Tu vois, tu as des personnes, ils vont avoir besoin de ça pour après faire des bonnes séries, et d'autres, ils vont penser que c'est suffisant, sauf que ça allait absolument pas. Tu vois. Non, mais au-delà de la contradiction, c'est tout à l'heure, tu as parlé du fait d'en incorporer que ça avait des avantages pour certaines personnes. Mais ça a des avantages, mais ça a des inconvénients. Même pour un même type de personnes, ça a l'avantage de les apprendre à s'entraîner dur de manière générale, mais l'inconvénient, c'est que ça va pas leur permettre d'apprendre à s'entraîner dur sur le type de série que l'on voudra mettre en place par la suite. C'est un peu aussi, là aussi, le revers de la médaille. Et dernier point, risque de blessure sûrement plus important pour certaines techniques où l'on viendrait tricher et moins contrôler la charge. Forcément, quand on fait des dégressives où il y a 3 séries en une, à la fin, on a moins de concentration, ça va être dégueulasse, quoi. Et sachant qu'en plus, en technique d'intensification, il y a aussi les reps trichés. C'est une technique qui existe. Donc ça, évidemment, je pense qu'on n'a pas besoin de développer pour dire que le risque de blessure, il paraît quand même plus important lorsqu'on vient tricher des répétitions que lorsqu'on vient les standardiser de la première à la dernière. Donc risque de blessure sûrement plus important. Après, on n'a pas donné dessus, on le précise, mais c'est vrai Rep qu'on peut triché? penser que... Non, mais sur le fait qu'avec des séries, enfin, avec des techniques d'intensification de manière générale, on va avoir plus de risques de blessure. On n'a pas de données là-dessus, mais on peut le penser par ce qu'on a évoqué. Je pense que ça va être trop juste si on fait, si on revoit toutes les techniques d'intensification en vrai de vrai. On peut peut-être en dire un mot Sur quelques-unes, ouais, en quelques 100%, mais pas secondes. toutes, parce que je pense qu'il y en a une dizaine en vrai de toutes techniques d'intensification. Oui, drop set ou dégressif, c'est compliqué parce que ça va accumuler énormément de fatigue, donc on n'irait pas forcément le conseiller sur beaucoup de personnes, sauf peut-être effectivement pour apprendre un petit peu à aller chercher une certaine intensité, mais là le risque de blessure il est important. Après il y a les rest pauses. Là, ça peut être un petit peu plus intéressant déjà. Tout ce qui reste pause et cluster. Le cluster, c'est découper une série lourde en mini-blocs avec des micro-pauses. Par exemple, 4 fois 2 reps avec 20 secondes de repos. Là, c'est déjà peut-être plus intéressant. Les clusters, c'est pour ça on met tout dans le même panier, mais il y en a certaines peut-être qui valent le coup. Peut-être, encore une fois, c'est plus difficile à standardiser parce que si on progresse sur la première sur la première partie de la série, mais pas sur la deuxième, est-ce qu'on a progressé au final ou non? C'est compliqué, mais ça va accumuler moins de fatigue, etc. C'est certainement plus intéressant que d'autres. Donc, rest pause et cluster, on peut les mettre dans le même panier en disant pourquoi pas. Et d'ailleurs, les rest pause, on en fait de manière un petit peu involontaire. Par exemple, sur du hack squat, lorsqu'on vient faire une série de supérieure, on va dire à 5 reps, parfois en haut de mouvement, on va venir se reposer un petit peu. Et finalement, c'est un peu du rest pause. Alors, c'est peut-être pas le mieux pour standardiser les séries, mais ça permet quand même d'aller chercher, de se rapprocher plus de l'échec sur des séries qui sont, sur des exercices qui sont vraiment très, très taxants. Ça peut être intéressant quand même, on peut le préciser. Et ensuite, on a des séries partielles aussi. Donc ça, on n'irait pas forcément recommander. Je vois pas forcément trop d'avantages à le faire. Ça standardise pas du tout. Le stimulus, il est pas forcément optimal et on va aller chercher, on va aller accumuler de la fatigue. Donc, j'irai pas forcément le faire. Après, qu'est-ce qu'on a? Les répétitions lentes pour maximiser le temps sous tension. Bon, là non plus, on va pas le conseiller. Ah, on pourrait parler de petites tension aussi, ça va être super. Le temps sous tension, ouais. C'est pas la première chose qu'on va considérer pour la croissance musculaire. Donc, on va plus se focaliser sur la tension mécanique. Et donc là, ça va venir en fait, pareil, rajouter de la fatigue et de la contrainte et on fera moins de reps. Donc au final, on aura une tension mécanique qui sera moins importante. Après, on a quoi? Le tempo contrôlé, ralentir volontairement la phase excentrique ou isométrique. Là, c'est pareil. On va aller rajouter de la fatigue.
Contrôlez toujours vos mouvements, pas pour aller chercher justement on va dire du stimulus supplémentaire, mais pour réussir à bien standardiser et pas accumuler trop de vitesse et trop d'inertie sur la phase négative. C'est surtout pour ça qu'on dit de contrôler les charges. Donc ça voilà. L'isométrie, bon, pareil, pour surcharger sur l'isométrie, ça paraît compliqué. On va pas forcément recommander ça non plus. Et ensuite, voilà, il y a tout ce qui est superset, biset, triset. Ça, on va dire que les supersets, ça peut être intéressant dans certains contextes, mais encore une fois, si vous faites les biceps à fond, de plus en plus dur chaque semaine et que vous avez les triceps après, vous allez avoir sûrement un signal qui sera moins intéressant. Donc, en vrai, ça peut être bien si vous avez un point fort et un point faible. Si vous travaillez les bras et que vous avez un gros point fort triceps, pourquoi pas faire biceps et triceps dans la foulée, comme ça permet quand même de les travailler. Et du coup, c'est quand même intéressant, sûrement plus que si on le faisait pas, et ça fait pas perdre de temps. Moi, c'est là que je voulais en venir. Et ensuite, tout ce qui est bicep, tricep, giant set, on irait peu le recommander pour les raisons qu'on a évoquées. Et l'après-fatigue, t'en penses quoi? Tu recommandes? En vrai, la pré-fatigue, Faire un exercice pour les pecs c'est. juste avant de faire En gros, une ouais, ça chest c'est press intéressant ce que tu ou dis. Mais en pas? fait, tu vois, pour moi, il y a deux types de pré-fatigue. Il y a la pré-fatigue dans le sens où, en gros, c'est quoi la pré-fatigue? C'est juste faire un exercice d'isolation, par exemple, pour les pectoraux, et après faire ton gros exo polyarticulaire, c'est ça? Mais en gros, ça va dépendre de comment Oui, tu vas mais réaliser ta pré-fatigue. Est-ce que tu vas faire des séries super longues de 15-20 c'est reps ça. à Ben l'échec? voilà, c'est ça Pour la après taper pré-fatigue. ton gros exo? Ou est-ce que tu vas juste faire des séries loin de l'échec? Tu vas sentir tes pecs, ça va être cool. Tu vas pas faire des séries de 500 reps non plus, donc tu vas pas accumuler Mm. énormément de fatigue. Et toi, après, ça te fait plaisir, après, tu sens tes pecs. Oui, voilà, c'est ça. C'est amener, beaucoup parlent amener du sang dans le muscle en question et ensuite pouvoir le travailler par la suite. Mais souvent, on se rend compte quand même qu'on accumule beaucoup de fatigue et que les performances sur le premier gros exercice seront moins intéressantes que si on n'avait pas fait cet exercice-là. Donc, on gagnerait peut-être à améliorer la technique sur l'exercice en question plutôt que d'aller faire 50 reps sur un exercice précédent. Après, attention, je dis pas que il faut commencer par un polyarticulaire et faire du mono après. Absolument pas. Si je prends mon cas, dans ma prog, j'ai d'abord de l'écarté et ensuite j'ai une chest press. Mais l'écarté, c'est pas pour ça que je vais faire des séries de 20. Non, Ouais. mais voilà, je vais faire des séries entre 5 et 10 comme je le fais sur tous les autres exercices et je vais me rapprocher de l'échec musculaire. Donc pré-fatigue, en vérité, ça, c'est pas de la pré-fatigue. C'est un ordre d'exercice qui est assumé et chaque exercice a pour but d'être le plus stimulant et d'être le plus proche de l'échec possible. Donc c'est pour ça, pour moi, c'est pas de la pré-fatigue. C'est comme les finishers, la post-fatigue. Ça va, c'est du junk volume, comme on dit. C'est ça, on va venir faire des séries de 20 à la fin pour aller déchirer le muscle, se sentir énorme en sortant de la salle. Mais en vérité, on se rend compte qu'il y a sûrement peut-être plus de fatigue et d'inconvénients que de bénéfices. Donc, on n'irait pas non plus spécialement recommander ça. Donc, voilà, on a fait à peu près le tour, quoi. Mais je pense qu'on pourrait en parler d'une heure. Si on va sur chacune des techniques d'intensification, ça ferait. Oui, bien Là, sûr, on mais a c'est parlé pour de ça qu'on sport essayait. privé. Ouais, ouais, 100%. Oui, En vrai, ce mais qu'on. c'était pour pas être trop général non plus. Ouais, Parce que ouais, bien sûr. certains iraient me dire, ouais, mais moi j'ai fait du cluster et j'ai trouvé que c'était bien. Oui, effectivement, il y en a quelques-unes qui pourraient être intéressantes. Mais si on devait résumer, on irait dire que dans la majorité du temps et pour la majorité de personnes, c'est pas forcément ce qu'on irait recommander. La, comment on appelle ça déjà? Les techniques d'intensification, pardon. J'ai du mal avec ce mot, tellement il me fait mal à le prononcer. Non, mais voilà, apprenez à vous rapprocher de l'échec sur des séries directes, allégez votre volume d'entraînement, et c'est sûrement la meilleure chose à faire dans la plupart des cas pour relancer votre progression. Je crois qu'on a fait le tour. Tu as une petite conclusion aussi à faire peut-être sur ce sujet? Je te laisse la faire. Non, mais moi je viens de la faire, c'est pour ça. Moi, bah, tout est dit, donc tout ce que tu as dit, je Ouais. suis d'accord avec. Donc, ouais, les techniques d'intensification, comme on l'a dit tout à l'heure, si tu peux prioriser dans ta progression des séries classiques, portées proches, voire à l'échec, tu as, la capacité de t'entraîner dur, dans ce cas-là, priorise toujours ça, tu vois. Ça sera toujours plus intéressant sur le long terme, niveau surcharge positive, niveau standardisation, niveau fatigue, que vouloir réaliser des techniques d'intensification. Après, encore une fois, ça va dépendre des techniques. Donc, faut pas être trop généraliste, en fait, c'est toujours de la nuance, parce que là, on va parler du superset, on va parler du manque de temps pendant ces séances, etc. Mais si, admettons, toutes tes conditions sont réunies pour que tu puisses optimiser ta prise de muscle, tu as le temps t'as le temps de t'entraîner, tout est génial, dans ce cas-là, priorise des séries classiques. Après, tu vas me dire, oui, mais l'adhésion. Ok, bah du coup, va faire. En fait, tu vois, Ouais. tu peux pas être vraiment trop sur un sujet. On a fait le tour. C'était un plaisir, Clément. Ouais. Merci pour ce podcast. Merci d'avoir partagé tes connaissances. Donc, Clément, pour ceux qui ne savent pas, il a fait Mister Olympia. Ok. Ouais. Non, Ah, mais en ouais, 212 parce que je suis assez petit, mais ouais, c'est ça.
Mais ouais, non, vraiment, c'était top. Donc, on a pu voir les techniques d'intensification, l'échec musculaire. Même moi, t'as vu, j'ai du mal à le dire, ce terme-là. Ouais, mais Travailler en unilatéral. moi, je l'oublie, en fait. Hein? Je suis dans le déni. Moi, je suis dans le déni, je l'oublie. C'est même pas que j'arrive pas à le dire, c'est que je l'oublie à chaque fois. Mais ouais, on a fait le tour. J'espère que ça a été sympa. N'hésitez pas à nous donner de la force en commentaire, nous dire ce que vous en avez pensé, mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Et si vous voulez d'autres types de podcasts de ce style, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Des autres sujets que vous voulez qu'on aborde. Là, j'ai noté de côté le ressenti, travail au ressenti, la standardisation, le temps sous tension. Donc, je pense qu'il y a pas mal de petits sujets auxquels on pourrait traiter qui pourraient être intéressants. Surtout que Clément et moi, on partage, ça va, quand même les mêmes avis en vrai de vrai. Je dirais dans 95% des cas, c'est pareil, c'est similaire. Heureusement, sinon on pourrait pas travailler ensemble, Clément. Mais ouais, je sais pas si tu as un mot à dire pour la fin, pour conclure ce petit podcast. Pas grand-chose, si ce n'est que c'était bien sympa de faire ce premier épisode. Trop court à mon goût, évidemment. Mais non, non, c'était bien sympa de pouvoir partager ça. Et puis, au plaisir de pouvoir s'en refaire sur de prochains sujets à l'avenir. Et pourquoi pas aussi parler de la nutrition sur de futurs podcasts, tout simplement. Complètement, super. Bah, merci Clément, merci pour ta participation et on se dit à la prochaine pour prochain podcast.